Bonjour et bienvenue à cette courte présentation sur la revue rapide. Donc, cette présentation s'inscrit dans la série sur les synthèses des connaissances et se veut un survol de cette méthodologie qui émerge dans divers domaines. Donc, ce sera une présentation sur cette méthode particulière qui tombe sous la tutelle des synthèses des connaissances. J'aime bien commencer les présentations sur les synthèses des connaissances avec cet énoncé qui porte sur les revues systématiques, mais qui s'applique également aux revues rapides. Et c'est important de savoir que ce ne sont pas simplement de grosses revues de la littérature. Il y a une distinction importante entre la revue de la littérature traditionnelle qu'on peut faire de façon plus subjective en choisissant les ressources et les approches pour identifier ces ressources de façon plus aléatoire, tandis que dans le contexte d'un projet de synthèse des connaissances, on doit suivre une méthodologie et c'est important de suivre ces étapes-là pour bien réussir son projet de revue et dans notre contexte aujourd'hui, dans le but d'une revue rapide. À titre d'information, j'étais curieux de savoir un peu l'état de la situation par rapport à l'émergence justement de la revue rapide comme méthodologie dans le contexte des synthèses des connaissances. Donc, je suis allé faire une recherche rapide dans 4 différentes bases de données pour voir à quel point on pouvait trouver des revues rapides dans différents domaines. Donc, j'étais curieux de voir s'il y avait une grosse différence dans l'utilisation de la revue rapide comme méthodologie dans les domaines des sciences de la santé et de la médecine, parce que l'émergence de cette approche méthodologique vient de ces domaines-là. Donc, j'ai fait une recherche rapide dans la base de données Education Source, la base de données APA PsycInfo, la base de données IBSS, qui est le International Bibliography of the Social Sciences, et la base de données Medline. J'étais un peu surpris de voir qu'il n'y avait pas plus de revues rapides que ça dans les domaines de la science de la santé et la médecine. On peut voir que c'est évidemment en psychologie et en médecine qu'il y en a plus que dans les autres domaines pour le moment. Mais on voit aussi une hausse en 2020, en 2021, 22 et 23, et maintenant une petite décroissance là, par rapport à l'utilisation de la revue rapide. La revue de rapide a vraiment émergé avant la COVID-19, mais avec la COVID-19, il y a eu un appel pour des données probantes pour pouvoir aider avec le processus décisionnel à différents niveaux, surtout en sciences de la santé. Donc, il y a eu cette émergence ou cette croissance, en 2021, 2022 aussi et 2023. Donc, ce n'est pas des chiffres exorbitants de revues rapides, contrairement à la revue systématique ou même la revue de la portée, mais on en voit de plus en plus là, au fil des années, quand même un certain nombre plus élevé là, dans les dernières années qu'il y a 7 ans. Donc, pourquoi j'ai fait cette recherche? Par curiosité pour voir justement où on en était et c'était quoi le volume des revues rapides. La présentation d'aujourd'hui se concentrera sur la définition de la revue rapide, faire quelques comparaisons avec la revue systématique et la revue de la portée qu'on entend souvent. En anglais, la revue de la portée, vous avez peut-être entendu le terme Scoping Review. Donc, on fera une comparaison des trois. On présentera les caractéristiques importantes ainsi que certaines restrictions qui font en sorte que la revue rapide qui définissent un peu la revue rapide au niveau des restrictions. Et je vous présenterai aussi quelques lignes directrices au niveau de la méthodologie, mais aussi de la présentation des résultats. Il existe plusieurs définitions de la revue rapide. J'en ai trouvé quelques-unes que je voulais partager avec vous, dont une en français, surprenamment. La revue rapide est un type de synthèse des connaissances dont la méthodologie est simplifiée afin de produire des résultats dans un prompt délai. Elle répond à une question de recherche dont la problématique semble urgente en lien avec des parties prenantes. Donc, les points à retenir dans cette première définition, la méthodologie simplifiée, l'idée du temps aussi, donc le prompt délai, la question de recherche aussi qui est plus urgente, d'où l'émergence de cette approche pendant la COVID-19, et aussi l'implication des parties prenantes. Donc, on va revenir sur certains de ces points-là lorsqu'on parlera un peu des caractéristiques de la revue rapide. Une autre définition que j'aime bien de 2015, les revues rapides sont une forme de synthèse des connaissances dans laquelle les composantes du processus de revue systématique sont simplifiées
ou omises afin de produire des informations en temps opportun. Donc, on voit certains parallèles avec la première définition. Donc, cette idée d'omettre ou de simplifier certains processus habituels qu'on va faire dans le cadre d'une revue systématique et dans le but d'obtenir des informations dans un temps opportun. Donc, ce sont deux critères assez importants qui reviennent dans les deux définitions. J'ai préparé un petit tableau comparatif de la revue systématique qui est assez populaire, de la revue de la portée et la revue rapide pour faire une distinction entre les éléments que vous voyez dans la première colonne. Donc, la question de recherche dans un contexte de revue systématique et une revue rapide, les questions tendent à être très précises, tandis que pour la revue de la portée, c'est plus une question exploratoire qui vient mener ce type de revue. Vous allez voir une constante pour le niveau de la recherche ou l'identification des sources à inclure. Donc, c'est systématique et transparent dans toutes les étapes, dans tous les types, donc de la revue systématique à la portée à la revue rapide. On tente d'avoir une approche qui est systématique et transparente, donc on puisse vraiment donner l'information au lecteur pour savoir voici les étapes qu'on a suivies pour mener à terme là, la recherche dans les trois contextes. Au niveau de la portée par ici, j'entends dire comment exhaustif qu'on est. Dans le contexte d'une revue systématique et de la portée, on tente vraiment d'être le plus exhaustif possible, d'aller éplucher le plus de sources possible aussi au niveau des bases de données, au niveau de la recherche complémentaire. Tandis que dans le contexte d'une revue de rapide, on l'a vu avec les définitions, on tente d'être un peu plus sélectif dans notre approche pour justement pouvoir produire quelque chose plus rapidement. Donc, il y a une incidence sur non seulement la portée, mais aussi l'étape du tri. Donc, le tri ici, c'est le tri soit des titres et résumés, mais aussi l'évaluation du texte intégral qui va se faire habituellement par deux personnes. C'est ce qui est recommandé dans le contexte de la plupart des types de synthèse de connaissances, mais dans la revue rapide, on peut s'en sauver avec une personne. Et au niveau de l'évaluation, ça s'offre l'évaluation critique des études incluses se fera dans le contexte de la revue systématique. C'est recommandé également dans le contexte de la revue rapide et ce n'est pas un élément essentiel dans le contexte de la revue de la portée. Puis enfin, comme les définitions l'ont mentionné aussi, il y a cette idée temporelle qui vient jouer dans la sélection de la méthodologie. Dans le contexte d'une revue rapide, on a un échéancier peut-être de 1 à 6 mois pour compléter une revue rapide, tandis qu'un processus de revue systématique ou revue de la portée peut prendre de 6 à 24 mois. Des fois, ça peut se faire plus rapidement, mais c'est arrivé aussi par expérience qu'un projet de revue de la portée ou systématique puisse prendre plus que 2 ans. Donc, on est moins pressé, pas nécessairement moins pressé, mais ça prend plus de temps dans ces contextes-là. Certaines caractéristiques importantes qui reviennent, qui méritent d'être mentionnées à nouveau, on veut essayer de fournir des preuves dans un temps opportun pour pouvoir informer ou pour pouvoir aider à prendre des décisions. Donc, il y avait une des définitions qui parlait justement des parties prenantes à inclure dans le processus. On va y revenir sur ce point-là aussi, mais il y a l'idée de pouvoir prendre des décisions qui est une des caractéristiques importantes qui pousse les gens à choisir la revue rapide comme méthodologie. Les temps et les ressources vont également influencer la méthodologie, donc le temps disponible pour faire le projet, mais aussi les ressources disponibles. Et les ressources, c'est plus au niveau des personnes disponibles. Donc, on l'a vu dans le tableau qu'une personne peut mener un projet de revue rapide. Si vous êtes capable, évidemment, d'avoir une petite équipe, ça peut se faire aussi, mais le nombre de ressources accessibles peut également influencer les choix en lien avec certaines étapes du processus de la revue rapide. Ce qui mène également à le fait qu'on va avoir certaines restrictions qui seront en place pour accélérer justement certaines étapes. On va y revenir dans la prochaine diapo. Puis enfin aussi, parce que seulement une personne habituellement peut mener le projet, c'est la possibilité qu'il y ait un peu de biais à différents niveaux est évident dans la sélection, dans l'évaluation et évidemment aussi dans l'analyse qui va se faire. Il peut y avoir certains biais qui sont introduits dans le processus. Finalement, c'est important d'identifier les restrictions, les limites et les raccourcis qui sont pris dans le contexte de la revue rapide. Comme je l'ai mentionné, c'est important d'être transparent lorsqu'on fait n'importe quel projet de revue, mais dans le contexte de la revue rapide, être transparent aussi par rapport à certains raccourcis qui ont été pris en cours de route.
Au niveau des restrictions habituelles qu'on va voir dans le contexte de la revue rapide, il y aura au niveau de la recherche. Donc, on parle évidemment de moins de bases de données, certaines limites qui peuvent également être imposées au niveau de la date ou même aussi de la langue ou parfois aussi le contexte. La recommandation, c'est d'utiliser au moins 2 bases de données et, comme je l'ai mentionné, de faire mention justement des limites que vous avez imposées à votre processus. Au niveau du tri et de l'extraction, parce que c'est une personne, ça peut également inévitablement mener vers un biais de sélection à différents niveaux, que ce soit au titre et résumé, au texte intégral ou à l'extraction des données. Et ce qui est recommandé, c'est de prendre un échantillon selon le nombre de documents que vous avez triés, de prendre un échantillon et d'essayer d'obtenir une deuxième personne qui puisse faire une vérification là, justement de ce tri-là pour pouvoir augmenter un peu la confiance dans le processus de sélection et d'extraction. Finalement, au niveau de la synthèse et du partage, le sommaire, dans le contexte d'une revue rapide, est plus narratif. Il y a une analyse qui est assez limitée aussi. Et en ce moment, il y a un manque de ligne directrice au niveau de la façon de partager ou de présenter les résultats. On va y revenir sur ce point-là un peu plus tard dans la présentation. On propose de créer des tableaux sommaires avec les points importants de chaque étude incluse et aussi, pour le moment, d'adapter Prisma. Et je vais définir Prisma un peu plus tard, mais d'adapter Prisma, qui est principalement un outil, une ligne directrice pour la présentation des résultats d'un projet de revue systématique, mais de l'adapter dans le contexte de la revue rapide. Je me suis dit que ce serait peut-être pratique de regarder les titres de quelques exemples. J'ai choisi des exemples qui ne sont pas uniquement en sciences de la santé ou en médecine, où on voit un plus grand nombre de revues rapides. Donc, on peut voir ici par le titre des 3 exemples en anglais que j'ai trouvés, donc l'impact de l'intelligence artificielle sur l'inclusivité dans un contexte postsecondaire, l'impact des restrictions liées à l'utilisation des téléphones en milieu scolaire et le dernier qui est des stratégies d'adaptation pour les jeunes personnes durant la pandémie. Donc, on peut voir que les 3 titres parlent d'enjeux actuels et contemporains. Donc, il y a peut-être une nécessité d'un point de vue décisionnel de présenter des informations ou des données probantes de façon restreinte ou rapide. Donc, il y avait cette idée-là qui mène un peu la sélection de ces différents sujets-là. Mais ce ne sont pas tous les revues rapides qui sont identifiées comme revues rapides qui tombe vraiment dans la caractéristique de vouloir fournir des informations sur un sujet plus urgent. Et quand j'ai fouillé pour des exemples en français, j'en ai trouvé qui s'identifient comme des revues rapides, mais si on regarde les titres, on peut voir que l'élément temporel ou urgent n'est pas vraiment là dans certains des sujets. C'est la même chose aussi en anglais, mais quand j'ai cherché en français, je trouvais difficilement des exemples de cette urgence ou de ce processus décisionnel qui menait vraiment vers la sélection de la revue rapide. Donc, l'efficacité des interventions psychosociales chez les couples de même genre, adopter les systèmes d'aide à la décision clinique aux infirmiers anesthésistes, peut-être celui-là un peu plus, parce qu'il touche un peu plus le domaine de la santé, et finalement, tendance et motivation associées à la polyconsommation de substances. Donc, 3 sujets très différents, mais comme on le voit, peut-être pas nécessairement en lien super en lien avec l'idée de cette urgence ou d'un besoin de fournir une définition, ce qui est une caractéristique un peu de la revue rapide. Je vais faire une parenthèse ici et peut-être un commentaire éditorial sur les revues systématiques. Si vous avez consulté plusieurs revues systématiques et vous vous dites « Ah, il y a plusieurs revues systématiques qui se sont fiées seulement sur une recherche Google Scholar ou seulement sur l'utilisation d'une ou 2 bases de données. Pourquoi elles ne se sont pas identifiées comme revues rapides? » Probablement parce que les gens ne comprennent pas nécessairement la définition des différents types de revues qui sont disponibles. Donc, parfois, une revue qui coupe les coins ronds, j'utilise cette expression-là sans prétendre que la revue rapide est moins bonne que les autres, ne se sont peut-être pas identifiés comme revues rapides. Et ça, c'est un problème emblématique des synthèses des connaissances de façon générale. Plusieurs revues systématiques sont peut-être plus une revue de la portée ou peut-être même une revue rapide et peut-être même aussi les autres types de revues qui existent dans l'univers des synthèses des connaissances. Donc, c'est la fin de mon petit commentaire éditorial.
Ce qu'on veut voir, par exemple, dans tout projet de revue, que ce soit rapide ou autre, c'est l'utilisation d'une méthodologie. Et il existe certaines références méthodologiques vers lesquelles on peut se tourner pour des étapes à suivre, pour des lignes directrices. En voici quelques-unes. Donc, l'article de Dobbins, c'est pas un article, pardon, c'est plus un manuel qui est assez complet, qui se concentre sur le domaine des sciences de la santé et de la médecine. Donc, c'est très particulier comme domaine, mais c'est très utile. Je vais présenter quelques étapes de cette première référence. Il y a également Tricot et compagnie qui ont publié également un guide assez pratique et assez échelonné. C'est sur une centaine de pages et c'est publié par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, on peut voir que c'est encore une fois, avec le titre aussi, vraiment lié à la santé. Et finalement, il y a un article plus récent de Garrity et compagnie qui met à jour des recommandations qu'il avait fait quelques années avant, qui présente des recommandations dans le contexte de la collaboration Cochrane. Donc, si vous n'êtes pas familier avec la collaboration Cochrane, Cochrane publie des revues systématiques en sciences de la santé et en médecine sur une variété de sujets et ils ont commencé aussi à produire ou à publier des revues rapides. Donc, il y a un groupe qui s'est concentré sur le développement justement de recommandations dans le contexte de la collaboration Cochrane. Par contre, dans cet article-là, qui est plus accessible que les autres, à mon avis, et aussi plus récent, présente justement le fait que leurs recommandations puissent être utilisées dans des domaines à l'extérieur de Cochrane aussi. Donc, c'est pour ça que je vais également prendre le temps de présenter quelques nuances de cet article. Si on commence avec Dobbins, l'article ou le guide pratique présente 5 étapes. La définition d'une question précise et claire, comment chercher pour les données probantes, donc la partie recherche. Ensuite, évaluer les sources d'information, faire une synthèse des données probantes et finalement, identifier l'applicabilité et la transférabilité pour la prise de décision. Donc, ça revient à cette idée que les revues rapides émergent à partir d'une demande ou d'un besoin de prendre une décision. Donc, c'est très lié à cette première approche. Comme je vous l'ai mentionné, j'aime bien l'article de Garrity et compagnie qui présente 24 recommandations et les recommandations ne viennent pas de nulle part. Elles sont puisées d'un corpus de revues rapides qui ont été publiées, mais aussi de consultations avec des experts dans le domaine de la méthodologie de la revue rapide pour pouvoir présenter 24 recommandations qui sont échelonnées sur ces 7 différents thèmes. Le raffinement du sujet, les recherches, la sélection des études, l'extraction des données, l'évaluation du risque de biais, la synthèse et les certitudes des données probantes. Et je vais élaborer sur quelques points pour vous aider à mieux comprendre les éléments propres à ces recommandations. Au niveau du raffinement du sujet, évidemment, comme Dobbins, c'est important de définir une question de recherche précise et claire. C'est important aussi d'inclure diverses parties prenantes dans cette première étape d'un processus de revue rapide pour pouvoir savoir quels sont leurs besoins. Donc, encore une fois, ce n'est pas nécessaire que chaque revue rapide inclue les parties prenantes, mais dans le contexte d'une prise de décision, c'est important de bien comprendre leurs besoins et de les identifier. On parle également de l'importance de développer un protocole. Un protocole, c'est un peu un plan de match, si on veut, pour l'élaboration d'un projet de revue, que ce soit systématique, la portée ou rapide, d'avoir un protocole qui définit les concepts, la question de recherche, les méthodes qui seront utilisées, comment les articles seront évalués, comment la synthèse sera préparée, quelles données seront extraites, etc. Donc, il y a plusieurs éléments qui font partie d'un protocole. Donc, ils en parlent dans l'article. D'avoir un protocole dans le contexte d'une revue rapide. Définir aussi les critères d'admissibilité. Donc, ça peut être limité au niveau du nombre d'interventions qui seront évaluées ou inclus, également au niveau des résultats. Et on parle aussi de limites par rapport à la date, le contexte et la langue. Donc, quelques exemples là, pour les critères d'admissibilité. Également, on parle dans l'article de Garrity de l'importance de la recherche. Évidemment, comme tout projet de revue, votre revue systématique, votre revue de la portée, votre revue rapide ne sera
seulement bonnes si, à la base, votre approche pour identifier les données probantes sont bonnes également. Donc, c'est pas moi qui ai mis le premier point, c'est vraiment dans les recommandations d'inclure un bibliothécaire dans le processus. Le bibliothécaire peut être utile pour développer justement une stratégie de recherche qui est assez exhaustive pour identifier la littérature dans le contexte de votre question de recherche et dans le cadre du fait que vous élaborez une revue rapide. Comme on l'a mentionné déjà, les lignes directrices présentent qu'au moins 2 bases de données soient utilisées et qu'elles soient pertinentes à la question de recherche. Si c'est possible d'obtenir une évaluation de la stratégie de recherche, ça peut se faire dans le contexte par exemple, dans mon contexte, souvent, je vais demander à un collègue d'évaluer, selon une grille qui est établie, qui a été publiée aussi, les stratégies de recherche pour les processus d'une revue systématique ou autre. Et aussi d'inclure possiblement la littérature grise et effectuer des recherches complémentaires. Évidemment, dans le contexte d'une revue rapide, on a cette idée de faire quelque chose dans un temps opportun. Donc, ce n'est pas toujours nécessaire d'inclure la littérature grise, mais si vous avez les moyens de l'inclure, ça peut être utile et c'est recommandé dans cet article. Au niveau de la sélection des études, on suggère de faire des pilotes, soit pour le tri des titres et résumés, mais aussi pour le texte intégral. Et de possiblement, comme ça a été mentionné, de faire le tri aussi avec une autre personne pour assurer un certain accord au niveau de la sélection, donc soit au niveau des titres résumés, du titre intégral et aussi pour l'extraction des données. Poursuivre aussi avec l'évaluation individuelle une fois que ce tri initial a été validé, qu'il y a un certain accord qui se fait entre les évaluateurs, et ensuite de pouvoir, lors de l'extraction, choisir vraiment les points importants. On a tendance des fois, dans le contexte d'une revue systématique, d'extraire beaucoup d'informations dans le potentiel que ce soit peut-être utilisé. Dans le contexte de la revue rapide, cernez-vous vraiment aux points importants pour cibler cette information lorsqu'elle sera extraite. Et de faire une vérification aussi des données extraites là, par une deuxième personne, si possible. Au niveau de l'évaluation du risque de biais, c'est important de faire ce processus-là, d'utiliser justement des outils qui sont validés pour évaluer les études incluses. Donc, une fois que le tri est complété, les études qui restent devraient être évaluées en utilisant plusieurs outils, un ou plusieurs outils qui existent là, pour faire ce genre d'évaluation critique. L'évaluation peut se faire par soi-même, mais une partie où, selon la quantité d'études incluses, peut être faite ou vérifiée par une autre personne. Donc, on veut s'assurer de minimiser l'inclusion d'articles qui sont peut-être de moins bonne qualité. Donc, en utilisant des outils pour valider la qualité de ces études-là, on peut se sentir plus confiant que notre corpus de données probantes est plus valide, donc les conclusions ou l'analyse qu'on va en faire peut être plus solide. Au niveau de la synthèse, c'est de faire un sommaire descriptif, encore selon l'article de Garrity, d'en faire une synthèse aussi des résultats, qui va peut-être comprendre une interprétation narrative, et il suggère aussi, encore une fois selon le temps disponible, de faire une méta-analyse des données probantes qui sont retenues. L'article aussi fournit d'autres points sous un onglet plus meilleure pratique, si on veut. On a certains points qui sont mentionnés déjà, mais je pensais que ça valait la peine de les répéter. Donc, d'utiliser des outils validés, c'est important pour évaluer les études incluses. Réviser le protocole. On ne fait pas habituellement ça dans le contexte de tout autre type de revue, mais parce que le processus de la revue rapide est itératif, il peut y avoir un peu de va-et-vient, surtout au début, pour changer ou adapter un peu le protocole selon l'information qu'on trouve. Donc, il y a une plus grande flexibilité au niveau de la révision du protocole à cette étape, contrairement à d'autres types de revues. Comme je l'ai mentionné, l'importance d'être transparent par rapport aux méthodes utilisées,
d'identifier également les restrictions méthodologiques, donc les raccourcis que vous avez pris, ainsi que les limites que vous avez choisies, de pouvoir les justifier également, pas seulement choisir des limites de façon aléatoire, mais d'expliquer un peu le raisonnement derrière ces choix qui ont motivé, par exemple, la restriction par date, de chercher dans les 10 dernières années, contrairement à être plus large dans votre décision. Également, de pouvoir utiliser des lignes directrices pour la présentation des résultats, tels le Prisma P pour les protocoles. Je vais prendre une petite parenthèse avant de poursuivre pour expliquer l'acronyme Prisma. C'est en anglais le Preferred Reporting of Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses. Donc, c'est un outil qui existe depuis déjà un bon nombre d'années qui permet de voir vraiment les éléments à inclure dans la version finale de votre revue systématique. Depuis la publication de Prisma, il y a eu des extensions qui ont été publiées, dont une pour les protocoles, donc le Prisma P pour les protocoles. Il y a le Prisma S également qui a été développé pour présenter la façon dont les études ont été trouvées, donc l'identification des études, donc la stratégie de recherche, quelles étapes ont été prises pour justement trouver vos données. Et en ce moment, il n'y a pas une extension pour les revues rapides, mais c'est en développement. Donc, il y a un groupe qui se penche sur le sujet justement pour développer un Prisma-RR, donc Rapid Review ou revue rapide, ça se traduit bien. Donc, pour le moment, l'article de Garrity propose d'utiliser le Prisma standard pour les revues systématiques et de l'adapter pour les fins de la revue rapide. Ça fait un peu le tour des points que je voulais vous présenter au niveau de la revue rapide. Je pense que ce qui est important à retenir, c'est les points suivants. Donc, les revues rapides tentent de trouver un équilibre entre être efficace et exhaustif jusqu'à une certaine limite, évidemment, parce qu'on a cette idée de temporalité, de pouvoir produire une revue finale de façon assez rapide. Il y a des restrictions aussi qui devraient être justifiées et présentées. Donc, encore une fois, de présenter de façon très claire les étapes que vous avez prises pour identifier vos études. Et puis, d'être conscient qu'évidemment, en prenant ces raccourcis, il peut y avoir des biais et certaines limites qui devraient être expliquées dans la conclusion de votre article ou de votre revue. Et enfin, de savoir que les lignes directrices existent. Au niveau méthodologique, je vous en ai présenté 3 parmi plusieurs autres qui existent pour les revues rapides. Donc, d'en choisir une et de l'utiliser comme source méthodologique et aussi de vous tourner vers des lignes directrices aussi pour la présentation et la structure de votre revue rapide finale. Si jamais vous avez des questions par rapport à la revue rapide, vos bibliothécaires peuvent vous aider. On est un peu expert dans les différents types de synthèse des connaissances et ça nous fera plaisir là, de vous accompagner dans le processus d'un projet de revue, soit systématique, de la portée ou peut-être aussi dans le contexte de la revue rapide. Merci.